Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On dit souvent que dans les pires moments, nous allons chercher des énergies insoupçonnées pour survivre. Ce point est d'autant plus vrai lorsque la vie de son nouveau-né est en jeu. Après un premier accouchement en hôpital, Julie et son mari avaient envie d'un retour au naturel et se sont tournés vers les maisons de naissance pour un deuxième accouchement. Tout se déroulera à merveille durant cette grossesse. L'échographie du terme révélera cependant un manque de liquide amniotique qui accélérera la prise en charge de cette naissance. La césarienne d'urgence est déclarée. Malheureusement, Julie ne pourra pas voir son bébé de sitôt. Une réanimation de son fils est nécessaire, entraînant des complications. Son pronostic vital est engagé et il sera transféré en néonatologie à l'hôpital Femmes-Mère-Enfant de Lyon. Entre la séparation avec son fils, l'angoisse liée au moment, le deuil du projet physiologique et leur fille aînée à gérer, Julie et son mari traverseront cette épreuve avec beaucoup de force et de courage. Aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire. Attention, l'épisode d'aujourd'hui est raconté avec beaucoup de douceur et de positivité, mais il est parsemé de moments de vie parfois difficiles à écouter. Et maintenant, laissons place à l'épisode. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie, bienvenue dans notre podcast. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Merci de m'accueillir. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors donc je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, j'habite à Saint-Hilaire-de-la-Côte, qui est un petit village près de la côte Saint-André. Je suis kinésiologue et j'ai 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, et je vis avec mon conjoint. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Oui, c'était la maison Femmes à Bourgoin-Jallieu. D'accord. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors la maison de naissance pour moi c'était un lieu paisible où je pourrais accoucher dans de bonnes conditions, mes conditions en tout cas. Voilà, c'est un lieu où j'avais envie d'être bien accompagnée. Ça marche. Merci pour cette définition. Maintenant, on va aborder le sujet du transfert en maison de naissance, notamment à travers ton expérience. Et avant tout, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'était lié à quelque chose de ton histoire ou à une personne de ton entourage? Savoir un petit peu d'où t'est venue cette envie. Alors ça fait partie un peu de notre style de vie avec mon conjoint. On va plutôt sur des choses plus naturelles, de par nos métiers, puisqu'on est beaucoup dans l'énergétique et dans le prendre soin des autres. Et on a envie de revenir à quelque chose de plus naturel aussi pour la naissance. Et aussi parce que lors de ma première expérience de grossesse et d'accouchement, il y avait eu quelques petits couacs à l'hôpital qui nous avaient pas plu. Et du coup, on a décidé de vouloir accoucher en maison de naissance. D'accord. Et une fois que vous avez eu cette envie, comment tu as connu les maisons de naissance ? J'ai dû faire des recherches sur Internet et j'en ai entendu parler dans des émissions comme La Maison des Maternelles et puis à travers des podcasts aussi, d'autres podcasts. Et du coup, c'est par ces biais-là qu'on a commencé à faire nos recherches sur Internet pour voir s'il y en avait près de chez nous. D'accord. Et donc, vous avez fait ces recherches, vous vous êtes rendu compte que vous aviez la chance d'en avoir une à proximité. Et quelle était l'idée que tu te faisais d'une maison de naissance suite à ces recherches ? Aucune idée, justement. Je ne savais pas du tout comment ça se passait, puisque c'était mon premier contact avec une maison de naissance. Donc, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, l'environnement, le suivi. J'en avais aucune idée. Et
suite à ces recherches, quand vous avez fait un premier pas vers les maisons de naissance, même si vous n'aviez pas idée, vous sentiez que c'était quelque chose peut-être qui vous appelait un petit peu. Oui, c'est ça. Quel était le point de vue de ton conjoint? Il était, d'après ce que tu viens de dire, complètement en accord Oui. avec cette envie? Oui, parce lui, avec son point de vue extérieur, il n'a pas du tout aimé le suivi postpartum, enfin les 4 jours à l'hôpital. Et du coup, il avait plus envie de rentrer à la maison que de rester à l'hôpital. Et il m'en avait parlé en disant que ça serait bien que pour le prochain, on ait une expérience plus naturelle de toute façon. C'est ça qu'on cherchait surtout. D'accord. Donc une fois que vous avez fait ce premier pas vers la maison de naissance, j'imagine que vous avez eu un premier rendez-vous pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait avant de rentrer vraiment dans le cycle des consultations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment? Oui, bien sûr. Alors, au départ, on a rencontré donc la sage-femme. On l'a eu d'abord au téléphone puisque c'était pas sûr qu'elle puisse nous suivre puisqu'elles ont un nombre limité de suivi. Et du coup, moi, j'étais en plus de ce qu'elle s'était mise en tête et elle m'a quand même prise en suivi. Et ensuite, donc, on a eu un rendez-vous à Femmes à Bourgoin. Alors c'est super chouette déjà qu'elle ait accepté de vous suivre malgré les contraintes qu'elles peuvent avoir Oui, bien sûr. en termes de nombre de suivi. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu comment ça s'est passé le suivi au niveau des consultations, la fréquence et un petit peu les actes médicaux qui étaient pratiqués, ce qu'elle te demandait éventuellement comme examen au fil des mois de grossesse? Alors le suivi au tout début, donc on a eu la visite de la maison de naissance pour nous montrer les chambres, puis aussi pour voir si toutes les deux, mais enfin tous les trois avec mon conjoint, on se correspondait aussi parce que c'était important que ça matche entre nous pour le suivi. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça super aussi comme accompagnement parce que effectivement si je l'avais pas aimé et si elle m'avait pas aimé, je pense qu'on n'aurait pas pu se supporter. Et je pense que pendant l'accouchement, on a besoin de soutien et pas forcément de gens qu'on n'a pas envie de voir. Donc c'était hyper important déjà ce premier rendez-vous. Ouais. C'est sûr. Oui, forcément. Et après, du coup, les rendez-vous qui ont suivi, comment ça s'est déroulé? Et alors après, donc on s'est vu une fois par mois, si je me trompe pas, et c'était à son domicile puisqu'elle a une pièce chez elle. Ses consultations se faisaient là-bas, c'était plus proche que d'aller à Bourgoin, à la maison de naissance. Donc on faisait les consultations chez elle. Et donc, eh bien, il y avait pour écouter le cœur du bébé, elle avait le monitoring, elle avait voilà. On a fait tous les examens habituels. Je voulais juste te dire que j'avais refusé d'aller à l'hôpital pour faire la consultation d'anesthésie, qui a un petit peu posé de problème puisque ça s'est mal passé après. Mais j'avais refusé puisqu'on était obligé d'être vacciné à ce moment-là. Ah oui. Oui, c'était en 2021, c'est ça. Donc il y a juste la consultation d'anesthésie que j'ai pas faite. D'accord. Et durant les consultations, c'était des consultations, donc il y avait, comme tu dis, les vérifications du cœur du bébé. J'imagine qu'elle prenait ta hauteur utérine, qu'elle regardait si tu avais fait des prises de sang ou pas, selon le cas. Voilà, c'est ça. C'était des consultations longues, courtes, vous aviez le temps de vous exprimer, comment ça se passait un petit peu? Est-ce que ton conjoint était présent aussi? Oui, donc mon conjoint était présent à chacune des consultations. Et puis elle nous demandait toujours, en plus des examens, comment on allait, comment on se sentait, comment allait la vie de famille. L'accompagnement était... Du coup, je fais faire une comparaison avec mon premier suivi, c'est que c'est très personnalisé par rapport à un suivi à l'hôpital. Moi, j'étais à Lyon, où on était en groupe et on pouvait pas forcément exprimer tout ce qu'on voulait. Donc là, il y avait vraiment un suivi personnalisé qui était quand même super. C'est chouette à entendre. Du coup, j'imagine qu'à un moment donné, vous avez commencé aussi à faire des séances de prépa, même si tu avais déjà eu un premier enfant, c'est quelque chose qui a sans doute dû vous être proposé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé des séances de prépa, s'il y avait des thématiques ou si c'était en individuel ou en groupe? Oui, c'était toujours en individuel. J'ai jamais fait de groupe avec elle et j'avoue que je ne me rappelle plus ce qu'on a fait. Mais c'était moins poussé. Je savais où j'allais de toute façon, donc j'avais moins besoin qu'on m'explique ce qui allait se passer, les contractions, tout ça. Moi, c'est bon, je connaissais. J'ai plus cherché à avoir de l'écoute et du soutien de la vie de famille, du postpartum aussi, de comment ça allait se passer, ses visites à elle et tout ça. J'ai eu plus besoin de ça que vraiment d'explications. Oui, donc en fait, tu as pu adapter ces séances de prépa à ton contexte, en fait, à tes besoins. Oui, exactement. Exactement. Est-ce que tu avais d'ailleurs des angoisses ou des peurs particulières pendant ta grossesse? Non, par rapport à la grossesse, j'avais aucune inquiétude, puisque la première grossesse s'était super bien passée, même si j'étais très fatiguée dans les 2 grossesses. Mais la première grossesse, j'avais bien roulé ma bosse, mais la deuxième, c'était pareil. Alors j'étais un peu plus fatiguée parce que j'avais une petite fille avant à s'occuper, donc c'est pas la même chose. Mais non, je m'inquiétais pas du tout. D'accord. Et pour l'accouchement ou le postpartum,
T'avais des peurs ou ça allait? Oui, alors j'avais quand même des peurs parce que accoucher sans péridurale, ça me faisait un peu peur. Même si j'avais confiance à ma sage-femme pour qu'elle me soutienne et que je puisse bouger justement, parce que ça aussi, ça m'avait un petit peu dérangée à l'hôpital. Je pouvais pas bouger avec le monitoring. Et du coup, là, je comptais beaucoup sur ma sage-femme pour pouvoir y arriver. D'accord. Et de quelle façon elle a su t'accompagner et te rassurer par rapport à cette peur de l'accouchement sans péri? Et bien justement par son expérience déjà, parce qu'elle avait fait ça elle fait ça depuis un petit moment, elle s'est déjà accompagnée des femmes et elle me donnait confiance en moi, confiance en elle. Et par ses mots, voilà, par tout ça, par son écoute, elle me donnait vraiment confiance en moi pour y arriver. D'accord. Bon, ça a été bien accueilli et elle a su t'aider à passer au-delà, quoi. C'est ça. Ça nous intéresserait aussi de savoir si tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité en parallèle du suivi que tu as eu à femme, comme de l'acupuncture ou de la kiné par exemple, ou pour de l'accompagnement à l'accouchement comme du chant ou du yoga. Alors non, j'ai pas fait ça. J'ai fait beaucoup de travail émotionnel pour l'arrivée de mon deuxième enfant, puisqu'en plus c'était un garçon. Et bon, c'est très bête, mais moi j'avais plus l'habitude des filles dans ma famille, donc là le fait que ce soit un garçon, eh bien j'avais l'impression qu'il fallait que je crée du lien avec cet enfant pour l'accueillir tel qu'il est et pas avec mes préjugés. Donc non, moi j'ai fait un travail émotionnel, mais moi je vais régulièrement chez l'ostéo, l'éthiopathe, tout ça, donc ça c'était un suivi normal pour moi après. Ah oui, ça n'a pas été propre à ta grossesse. Non. Entendu. Maintenant que ta sage-femme t'avait rassuré, que du coup ta grossesse malgré la fatigue ça allait, est-ce que tu considérais que tu avais tous les outils nécessaires pour aller accoucher du coup à la maison de naissance? Oui, moi je pensais que ça allait bien se passer. J'avais confiance, enfin voilà, je me laissais un peu porter par le truc en disant que, voilà, que ça allait bien se passer. Effectivement, je m'attendais pas à ce qui allait arriver. Et oui, je me sentais bien armée avec tous les outils, avec toute la compréhension, le déroulé, et au clair avec tout ça, oui. Bon, bah tant mieux. Est-ce que du coup tu peux nous raconter le jour J et ce qui s'est réellement passé? Alors le jour J, j'étais en fin de grossesse, j'étais à 40 semaines. Et donc je vais faire l'échographie de contrôle là, parce que notre bébé devait naître le 11 novembre, et enfin sa date de DPA était le 11 novembre. Et donc comme c'était férié, on a fait un jour avant l'échographie de contrôle, et c'est là que l'échographe nous dit qu'il y a un oligoamnios franc. Donc j'appelle vite ma sage-femme, parce que l'échographe me disait soit vous accouchez aujourd'hui ou demain, de toute façon vous serez déclenché parce que là il n'y a plus assez de liquide amniotique. Donc j'appelle vite ma sage-femme qui me dit oulala, s'il dit ça, je le connais bien, faut que je vienne te voir. Donc je lui dis pas de souci. Donc ça c'était le matin, et à 14h elle était donc à la maison. Elle est venue faire un monitoring et pendant 40 minutes tout s'est bien passé. Il y a juste vers la fin où il y a eu un petit souci au niveau du rythme cardiaque, oui. Voilà, il y a un petit souci, mais elle est restée encore un bon moment et rien d'autre. Donc elle me dit bon, rien d'alarmant, mais je reviens quand même ce soir te voir pour m'assurer que tout va bien. Et donc elle revient le soir à 20h, elle refait un monitoring, et là le cœur c'est pas bon. Le tracé il est vraiment pas bon. Oui. Donc du coup, elle appelle l'hôpital de Bourgoin, et par chance c'est une amie à elle qui était de garde. Donc elle lui explique le contexte et elle nous envoie tout de suite aux urgences à Bourgoin. Ton conjoint, il était où quand vous avez fait la deuxième visite là? Il était là. Oui, il a toujours été là. Et par chance, du coup, j'en profite pour remercier ma maman. Par chance, comme l'échographe avait dit que c'était un petit peu limite, j'avais fait venir ma maman pour garder ma fille aînée. Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon, il y aurait eu encore ça à gérer en plus. Oui, j'imagine. Oui, c'est clair que quand il y a un aîné, c'est une dimension encore supplémentaire. C'est ça. Je pense que c'est important d'être entouré. Donc voilà, donc on est arrivé au bout de 30 minutes, parce qu'on habite à 30 minutes de l'hôpital. Et on a été pris en charge tout de suite par justement l'amie donc de ma sage-femme. Et c'est là qu'ils m'ont fait un nouveau monitoring, et c'était à nouveau pas bon, encore pire. Et donc la sage-femme de l'hôpital m'a dit écoutez, on attend le médecin, mais il faut vous préparer à une césarienne d'urgence parce que là le bébé va pas bien. Et ça, c'était lié, de ce que tu disais, à un manque de liquide amniotique, c'est ça? Et ben ils ont jamais su me dire pourquoi. Ça s'est mal passé. Ah oui. D'accord.
On ne sait pas pourquoi, j'avais plus de liquide amniotique. Ce qui suppose ce qui s'est passé, c'est que le bébé a eu un stress, certainement par manque de liquide, peut-être, a éjecté le méconium et après a inhalé tout ça. Donc il était en train de s'étouffer dans mon ventre. D'accord. Donc c'était branle-bas de combat, parce que tout le monde s'est un peu affolé. En plus, je n'avais donc pas fait, je l'ai précisé avant parce qu'en fait, je n'ai pas fait ma consultation d'anesthésie. Donc c'est là où je me suis fait engueuler par le médecin parce que c'est normal pour lui aussi, hein, il n'avait pas les données, il n'avait pas mon poids, il n'avait pas mon passif, donc je comprends que ça l'ait un petit peu énervé. Mais bon, il s'est fait recadrer par la sage-femme en même temps, donc en lui disant que c'était pas le moment, que c'était trop tard. Donc voilà, donc je suis partie au bloc sans mon conjoint, puisque dans les césariennes d'urgence, il n'y a pas les conjoints malheureusement. Ça m'a par contre beaucoup manqué. J'imagine. Et voilà, donc ils ont attendu que le produit fasse effet, l'anesthésion fasse effet pour m'ouvrir le ventre. Et la seule chose que j'ai entendue, c'est naissance. Et ils ont emmené mon bébé après pour le réanimer. Mais moi, j'avais pas de nouvelles de lui. Donc j'ai dû demander au bout quand même de 5 minutes. Je sais pas le temps réellement, mais j'ai demandé, je pense, au bout de 5 minutes en disant, mais du coup, mon bébé, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va? Et donc la première sage-femme, là, est revenue me voir ensuite en me disant qu'il y avait eu un petit souci, qu'ils avaient dû donc qu'ils lui ont fait un pneumothorax à cause donc de la réanimation, qu'il y avait peut-être des soucis neuro, qu'il y avait peut-être plein de choses qui allaient se passer pour notre bébé, mais qui respirait déjà. Donc oui, on t'annonce beaucoup de choses oui. assez rudes. Est-ce qu'on t'explique ce que c'est? Puisque là, tu nous donnes des termes assez techniques. Alors, je me rappelle plus si sur le coup ils nous ont expliqué. Tu t'es sentie guidée ou perdue? Pour que tu comprennes un petit peu, en tout cas, de ce que ton bébé était en train de vivre, en fait. Non, on était sous le choc vraiment tous les deux. On s'attendait vraiment pas, puisqu'en plus on voulait un accouchement le plus naturel possible et on se retrouve avec un truc hyper médicalisé. Non, sur le coup, on reçoit les infos, en fait, toutes les 5 minutes, ils reviennent en nous disant qu'il y a ça, il y a le pneumothorax, qu'il va devoir être transféré à Lyon, qu'il aura peut-être des séquelles neurologiques et tout ça. Donc on a eu plein de mauvaises nouvelles, les unes à la suite des autres. Voilà, sans forcément trop d'explications. Nous, on a trouvé qu'ils avaient été très pessimistes, évidemment parce que ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Mais sur le coup, ça a été un petit peu rude à encaisser. Et surtout, oui, s'ils prennent pas le temps de t'expliquer un peu et de t'accompagner, même émotionnellement, parce que tu viens quand même d'accoucher et c'est pas rien. Par césarienne d'urgence. Oui, c'est ça, dans des circonstances inattendues et urgentes, ça méritait un minimum peut-être d'explication ou d'accompagnement émotionnel, quoi. Après je suis restée dans un espèce de couloir ou dans le hall d'entrée parce qu'ils étaient en train de le préparer. Ils ont appelé le SAMU du coup pour le transférer à Lyon et on est resté un bon moment sans le voir. Encore une fois, je le comprends. Pour sauver la vie de mon bébé, je préfère évidemment qu'on fasse des choses, tout ce qu'il faut pour le sauver, mais c'est vrai que nous on est restés un petit peu à l'écart. Mais tous les deux, du coup, j'allais te demander si ton conjoint avait pu... Alors tous les deux. D'accord. Mais c'est mon conjoint qui a vu mon bébé en premier. J'allais dire, est-ce que vous l'avez vu avant qu'il soit transféré ? Oui, on l'a vu avant qu'il soit transféré. Donc mon conjoint, ils l'ont fait aller avec lui, avec le bébé. Et le temps qu'il le prépare, qu'il lui mette les lunettes, tout ça, enfin, qu'il l'appareille. Et ensuite, moi, j'ai pu le voir en couveuse juste avant de partir avec le SAMU. D'accord. Et là, le médecin du SAMU me dit qu'il ne faut pas que je m'attende non plus à que ce soit gagné, qu'il faut que j'attende de 48 heures à 72 heures avant d'être sûre que mon bébé survive. C'est violent. Ouais. Il te dit ça comme ça Ben moi, j'étais sur mon brancard dans le hall. C'est rude. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse annoncer les choses comme ça. Mais moi, j'ai pu le voir, j'ai pu le toucher. Et après, ils sont partis, donc mon conjoint a suivi l'ambulance. Et moi, je suis restée à Bourgoin. Et on t'a expliqué à quel endroit et dans quel type de service on allait le transférer ? Oui, il est parti en réanimation, ils me l'ont dit. Et parce qu'en fait, Bourgoin, c'est une maternité, je crois, de niveau 2. Et il n'avait pas les lunettes, donc ils l'ont mis sous cloche. Ensuite, donc, il a été transféré comme ça. Et ensuite, une fois en réa, ils l'ont mis les électrodes, ils l'ont mis aussi ce qu'on met pour le rythme cardiaque. Et puis, tout ce qu'ils n'avaient pas à Bourgoin, finalement. Donc, il est parti à la HFME à Lyon. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les lunettes ? C'est des tuyaux qu'on insère dans les narines pour permettre de respirer. Mais sinon, au départ, c'est impressionnant. Il était vraiment la tête dans une cloche qui est fermée au niveau du cou, je crois. Oui.
et qui du coup lui donnent un petit peu d'oxygène, mais qui sont apparemment moins efficaces que les lunettes. D'accord. Oui, du coup, en plus, l'image devait être impressionnante. Oui. Moi, je l'ai pas vu, je l'ai vu en photo Oui. sous cloche, puisque mon conjoint l'a pris en photo pour montrer comment c'était. Ok. Tu nous as pas précisé ce que c'était le pneumothorax. Je veux bien que tu nous le définisses. Je sais pas si je vais réussir à faire une vraie définition. Avec tes mots, bien sûr, nous sommes pas Alors, des professionnels de la santé, donc on fera avec nos mots. Très bien. Alors, de ce que j'ai compris pour le pneumothorax, c'est... Aujourd'hui, je ne sais même plus le redire. C'est qu'il y a un des poumons qui ne fonctionnait plus bien, si j'ai bien compris ça, au moment quand ils ont fait le massage cardiaque. Pour le réanimer, ils ont du coup créé ce fameux pneumothorax en appuyant sur les poumons. D'accord. Si c'est bien ça que j'ai compris. D'accord. Et que du coup, oui, il y avait voilà. En plus de l'infection, parce qu'il avait une infection à cause du méconium, et bien il y avait aussi cette difficulté respiratoire sur un des poumons. Mais en fait, le pneumothorax, c'est en fait une conséquence de l'AVA, en fait, Oui. du massage cardiaque. C'est pas ce qu'il avait au départ. Oui, oui. D'accord, ok. C'était pas quelque chose qu'il avait de manière innée, quoi, quand t'as Non, accouché. Ok. Non, il respirait pas, donc ils ont été obligés de le réanimer. Et t'as pu le rejoindre au bout de combien de temps? Le lendemain, j'y suis allée, le lendemain après-midi. D'accord. C'est pour ça que je pense que Bourgoin voulait me faire partir, c'est parce que je n'étais pas dans ma chambre tout le temps. D'accord. Et t'y allé... Tous les jours. C'est quoi, c'est ton conjoint qui t'a conduit en voiture ou c'était avec une ambulance? Oui, c'est mon conjoint, oui, qui m'a emmené. Lui, il rentrait tous les soirs à la maison pour être avec notre petite. Et moi, donc après, il venait me chercher le matin. Après, une fois que le mercredi, j'accouche. Le jeudi après-midi, je pars à Lyon. Et après, il venait me prendre le matin. On y passait la journée là-bas. Et on rentrait il me ramenait le soir à Bourgoin. Et lui rentrait donc à Saint-Hilaire D'accord. pour s'occuper de notre petite. Et ta sage-femme de la maison de naissance, à partir de ce moment-là, comment elle t'a accompagnée à partir du moment où t'étais passée entre les mains de l'hôpital? Eh bien, elle a toujours... j'ai su donc par son amie, s'appelait entre elles, donc elle prenait de mes nouvelles pendant que j'étais au bloc. Enfin, le temps de faire l'opération. Puis après, la sage-femme de l'hôpital a pu communiquer avec ma sage-femme. Donc elle m'a toujours suivie. Et ensuite, une fois que j'étais donc... je suis restée à Bourgoin, parce que mon bébé a été transféré à Lyon. Et elle m'appelait pratiquement tous les jours. Je crois qu'elle m'a appelé tous les jours. Parce qu'aussi, Bourgoin voulait me faire sortir au bout d'un jour. C'est-à-dire j'ai accouché le mercredi soir à 22h39 et le lendemain soir on me disait déjà qu'on me proposait de sortir. Ok. Parce que je me levais, parce que moi à 2h du matin je me levais déjà, je vaquais déjà à mes occupations. Et donc c'est ma sage-femme qui a appelé le service en disant qu'il était hors de question que je sorte. Puisqu'en plus ça m'éloignait, le fait de rentrer chez moi m'éloignait encore plus de mon bébé, puisqu'on est à 1 heure de Lyon. Et du coup, pendant ce temps-là, toi, t'étais toute seule, puisque ton conjoint est parti rejoindre votre fils. Oui. Et toi, donc, t'étais en suite de couche, en plus césarienne, donc opération. Oui. Du coup, il n'y a pas eu possibilité d'avoir des gens qui t'accompagnent. Même des propositions, des fois, d'accompagnement psychologique, professionnel. Oui, c'est ça. Alors l'accompagnement psychologique ils m'ont proposé à l'HFME, mais pas à Bourgoin. Et dans ma famille, j'ai ma sœur qui est venue, et puis ma maman, elle aidait, elle, à garder notre petite, donc Oui. non, du coup j'étais toute seule. Et à partir de ce moment-là, oui, les sages-femmes de la maison de naissance, t'as pas eu d'écho à ce moment-là, c'est après que... Eh bien si, moi j'avais des nouvelles tous les jours de ma sage-femme. Oui. Elle m'appelait tous les jours. Oui. Je me demandais à quel point tu t'étais préparée à l'idée d'un transfert durant ta grossesse, notamment. Ou si tu préférais pas trop y penser, je me demandais comment tu t'étais préparée à ça. Avec le recul, je dirais que c'est peut-être un excès de confiance, mais avec le recul, parce que ça s'est passé comme ça. Mais moi, comme j'avais eu la première expérience qui a été super, et j'ai accouché en 5 minutes la première fois. Okay. J'ai poussé trois fois, et je me suis dit, j'accouche facilement, donc ça va... À part la péridurale, moi, il y a vraiment que ça qui me gênait, c'était d'avoir trop mal. Mais pour moi, j'allais accoucher facilement en 5 minutes, pareil. Du coup, je me suis même pas mis en tête. C'était pas que je voulais pas le voir, parce que je sais que les accouchements peuvent mal se passer, mais pour moi, j'avais confiance que ça allait bien se passer. Mais c'est la raison notamment pour laquelle tu as refusé de voir l'anesthésiste, c'est ça? Oui, parce que ça s'était bien passé aussi, que j'avais pas de soucis. En plus, entre mes 2 grossesses, je me suis fait opérer, donc j'avais pas avec une anesthésie générale, donc je me suis dit, c'est pas grave s'ils n'ont pas les données. Et ça, les sages-femmes, elles en ont dit quoi? C'est autorisé, c'est discuté, c'est comment C'est bien discuté. Non, la sage-femme, elle n'était pas pour que je le fasse, évidemment. Ça, c'était un de mes choix.
Oui. Ça n'a pas été une condition rédhibitoire non plus. Non plus. Non. Ouais, ça se discute, quoi. C'est ça. On en a bien discuté. Ce que j'ai apprécié du coup dans le suivi aussi, c'est ce respect de ce qu'on veut nous. Même si elle a le savoir et elle sait mieux que moi comment ça se passe. Et certainement, elle a une expérience plus grande que moi de l'accouchement et de tout ce qui peut se passer. Mais elle a quand même respecté mon choix. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi. À la base, tu avais prévu du coup d'accoucher à la maison de naissance. Et je me demandais, parce que c'est tout un changement de projet quand on te parle du fait qu'on te garde sur le moment. Et je me demandais comment tu avais vécu cette annonce particulière de transfert et de transfert du fait qu'ils allaient te garder et potentiellement passer en césarienne d'urgence. Je dirais qu'au départ, c'est plutôt la sidération. Et qu'on suit finalement ce qu'on nous dit, puisque là, la vie du bébé était quand même en jeu. Et pour moi, ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est de me dire que je pourrais plus jamais accoucher en maison de naissance. C'est vrai que c'est un critère rédhibitoire. Et plus ça, c'est de dire qu'en fait, le projet est fini. Et du coup, après, je me dis aussi, ce qui est pas, du coup pas très clair peut-être pour moi, mais je me dis aussi que ça... Je pense que si j'ai une prochaine grossesse, je serais peut-être contente d'être plus suivie. Enfin, plus suivie, dans le sens médicalement. Et peut-être que, du coup, il n'arrivera pas ce qui est arrivé pour mon deuxième. Oui. Après, je m'avance pas trop puisque je connais pas tous les systèmes et tous les protocoles, mais il y a aussi certains hôpitaux, il me semble, qui acceptent les accouchements après césarienne par voie basse, et notamment la possibilité d'avoir aussi un projet physiologique en salle nature, ou peut-être ce genre de contexte qui, de ce qu'on a entendu même dans les récits précédents, dans nos interviews, peuvent être très proches finalement de la maison de naissance. Alors il n'y a pas le suivi global. Tout à fait. À moins d'avoir une sage-femme peut-être en plateau technique qui peut proposer des conditions un peu similaires, mais en tout cas avoir une naissance proche de peut-être celle que tu avais idéalisée. Oui. Sera peut-être possible quand même. Oui, alors ça justement, elle m'en avait parlé aussi, ma sage-femme. Elle m'avait dit que oui, effectivement, la maison de naissance c'était fini, mais du coup, je me rappelle plus si à Bourgoin c'est faisable, mais en tout cas, qu'il y avait des plateaux nature et que du coup, si je le précise, oui, je pourrais éventuellement y accéder, mais je pense que je suis encore partagée, enfin... J'ai pas encore décidé de faire un troisième enfant, mais je pense que je suis partagée entre cette volonté de vivre quelque chose de naturel et en même temps de me dire que finalement le médical, il m'a quand même sauvé mon enfant. Je sais pas comment ça se serait passé si j'étais en pleine nature, enfin je dis n'importe quoi, mais un peu extrême. S'il y a 100 ans, comment ça se serait passé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est le bon compromis entre l'envie de naturel et finalement le fait que les 2 monitos rapprochés qu'elle t'a fait aient permis de détecter une situation urgente, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça a créé une ambivalence, c'est sûr. Après, comme on disait, si c'est un accouchement qui se fait en hôpital mais en salle nature, finalement, le médical sera pas loin. Enfin, les conditions seront réunies pour finalement... c'est justement tout juste la réunion des deux choses dont tu parles. Et c'est vrai que c'était le deuil du projet, en fait, qui était à faire. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. J'allais dire, c'est surtout ça, quoi. C'est le deuil du premier projet que d'accoucher en maison de naissance, et le deuil ensuite de se dire, c'est quelque chose qui sera plus jamais possible. Donc, c'est normal aussi d'avoir un temps pour digérer ça et faire avec cette idée, c'est sûr. Alors tu dis que tu pensais que ça allait bien se passer, donc je sais pas si ma question est pertinente de te demander si tu avais prévu un projet d'accouchement en cas de transfert. Ça se fait parfois, je sais pas si tu vois l'idée de transmettre un papier avec toutes les choses que tu aimerais pour ton accouchement en cas de transfert. Non, on n'a pas fait ça. Oui, c'est une chose que certaines personnes pratiquent notamment, donc tu peux faire un point en fait sur toutes les choses que tu aimerais, par exemple... faire du pot à pot à la naissance, attendre pour qu'on coupe le cordon. Enfin voilà, il y a plusieurs données que certains choisissent de faire par exemple en maison de naissance naturellement et qui sont moins pratiquées dans certains hôpitaux, sachant qu'il y a des hôpitaux qui le pratiquent aussi de base. Et puis ça dépend après du contexte aussi de l'accouchement, évidemment. Oui, c'est ça, les cas d'urgence, dans le contexte où ton enfant avait du mal à respirer. Et pour revenir à cette question du suivi global en maison de naissance, je me demandais en quoi l'accompagnement que tu as pu avoir à femme dans ta maison de naissance a pu te permettre de vivre au mieux, si on peut dire, cette situation un peu d'accouchement qui n'était pas prévue à la base.
Et notamment, par exemple, quand vous avez fait le monitoring, est-ce que vous avez une discussion particulièrement orientée par rapport au fait que t'allais aller à l'hôpital et est-ce que vous en avez discuté à ce moment-là? Est-ce que ça a été discuté en amont? Eh bien, pendant la préparation à la naissance, elle m'a quand même expliqué qu'au cas où il se passe quelque chose, ils nous transféraient tout de suite donc dans l'hôpital même, puisque là, la femme s'est collée, je pense, comme toutes les autres maisons de naissance, mais c'est collé, donc elle m'a bien montré, il y avait un ascenseur spécial, tout ça. Donc ça, elle m'avait bien dit, mais en fait, c'était à partir du moment où on était dans la maison de naissance. Donc là, c'était encore différent, puisqu'elle était arrivée à la maison. Et c'est là où elle nous a dit, allez vite à l'hôpital pour la suite. Elle m'avait quand même prévenu des risques ou des choses éventuelles qui pourraient mal se passer. Oui, elle t'a pas donné des dernières recommandations avant de partir? Non, là c'était vraiment l'urgence, le soir. Ouais. Elle m'a juste mis le monitoring, on a fait même pas 5 minutes et elle m'a dit il faut partir. Non, donc là oui c'était un peu l'urgence. Toutefois, après l'accouchement, donc pendant mes 4 jours à Bourgoin, elle a toujours été là, et même après elle est revenue me voir plusieurs fois, elle est venue voir ma cicatrice, voir comment j'allais. Et après, quand le bébé est rentré aussi de l'hôpital, là aussi, elle est revenue me voir si l'allaitement se passait bien, il y a plein de choses. Elle a été là longtemps. Mais merci pour ton récit d'accouchement. Ça a été un accouchement houleux, avec un enchaînement d'événements assez difficiles pour vous trois, j'imagine. Enfin, de ce que tu nous en dis, c'est rude à entendre, donc à vivre, j'ose pas imaginer. C'est super important pour nous et on te remerciera, je pense, jamais assez que des récits comme ça soient partagés sur notre podcast, parce que ça permet de montrer les différents types d'accouchements, comme on pouvait dire, et d'expériences. Ça permet aussi de montrer le rôle de la maison de naissance autour de tout ça aussi. Et lorsque finalement l'accouchement se remanie au dernier moment, comme dans ton histoire. Tu viens de faire tout le récit, et merci encore pour ce témoignage. Et tu as évoqué du coup un petit peu la période de postpartum. Les 4 jours que tu as passé à Bourgoin, la période aussi que ton enfant a passé à l'hôpital mère-enfant de Lyon. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer, donc toi t'es resté 4 jours à Bourgoin, combien de temps ton bébé a dû rester en néonat, et un petit peu comment elle vous a accompagné justement, cette sage-femme, pendant toute cette période, vu que tu dis qu'elle a été quand même très présente pour toi une fois que t'es rentré à la maison, et même pour bébé, je sais pas combien de temps du coup il y est resté, mais dès son retour. Donc notre bébé, il a été d'abord en réa quelques jours, puis après en soins intensifs, et après en néonat. On a failli sortir une première fois, et puis finalement il a fait une rechute entre guillemets, mais il a eu du mal un petit peu à récupérer. Enfin, en tout cas, il a récupéré moins rapidement que ce qu'il pensait. Mais là, à l'inverse, les bonnes nouvelles se sont enchaînées, puisqu'il n'y a pas eu de problème neurologique. Il récupérait quand même bien au niveau éveil, au niveau tout ça, donc ça allait mieux. C'est vrai que je me suis servi de ma sage-femme comme un soutien émotionnel, mais aussi dans les termes médicaux. Même si, franchement, la chef ME, ils ont été super, sauf un médecin, mais c'est pas grave. Ils ont été super dans l'accompagnement, dans essayer de nous rassurer, mais je trouve quand même que c'est des grosses structures et qui nous... Voilà, il y avait 6 bébés préma avec nous. Enfin, le personnel hospitalier, il est vraiment sous pression, même avec toute la bienveillance du monde, ils en peuvent plus. Donc du coup, on peut pas toujours les déranger pour plein de questions. Donc là, ma sage-femme, elle a vraiment été là pour nous soutenir, je dis mais nous soutenir, me pousser, m'encourager pour l'allaitement, même si j'avais pas besoin de trop d'encouragement, j'avais envie de le faire mettre en place. Et oui, du coup, elle a été là, tout le long de l'hospitalisation. Et il est resté hospitalisé 18 jours. 18 longs jours, j'imagine. Oui, très très long. Et surtout que la veille du départ, je suis venue dormir la nuit. On a dormi tous les deux dans la même chambre. Et la veille, un peu de temps avant de dormir, elle me dit que finalement, on va peut-être pas sortir parce qu'il a pas pris assez de poids pendant les 4 derniers jours. Donc là, je lui dis, mais c'est pas possible, moi je m'en vais, ça suffit, là, vous nous avez dit qu'on partait, moi je pars avec mon bébé. Et du coup, la personne m'a beaucoup aidée aussi. On a fait en sorte de nous donner beaucoup de tétés pour qu'il ait pris du poids le matin pour qu'on puisse sortir. C'était un peu cette obsession du poids qu'ils avaient. Ce qui est normal aussi, il faut que le bébé reparte, mais là, ça faisait 4 jours qu'il stagnait, donc il s'inquiétait un petit peu. Et donc après, dès qu'on est sorti, ma sage-femme, elle m'a appelée, elle m'a dit, je te laisse un jour ou 2 si tu veux, et je viens après vous voir, ou si tu veux, je viens tout
tout de suite. Donc je lui ai demandé de venir assez rapidement, qu'elle s'assure que tout soit bien à la maison. Et après, elle faisait ses visites régulièrement. Et après, une fois que moi ça allait mieux, j'ai pu aussi me déplacer chez elle pour faire la suite des visites avec le bébé. Et à la fin, là, tu disais que t'avais pu dormir sur place la veille Oui. du départ. Oui. Est-ce que pendant les 18 jours, enfin du coup 14 jours si je déduis les 4 que t'as passés à Bourgoin, est-ce que c'est arrivé que toi tu dormes, tu aies l'opportunité, ou est-ce que c'est impossible d'aller dormir là-bas, ou c'était vraiment dans le contexte du départ? Oui, c'était dans le contexte du départ. Moi, j'ai demandé mon transfert plusieurs fois. Donc déjà de Bourgoin, eh bien, c'était en pleine période de bronchiolite en 2021. Et du coup, il n'y avait plus de place puisque tout était plein. Okay. Donc j'ai jamais pu aller dormir à l'hôpital avec mon bébé la nuit. On a toujours été séparés la nuit. Oui, j'imagine que tu passais toutes les heures que tu pouvais malgré tout. Ben oui, et c'est qu'on jonglait en fait avec notre première. On l'a déposée à la nounou, on partait vite à Lyon, on passait la journée à l'hôpital et on rentrait le soir pour aller récupérer la petite. Et comme ça pendant 18 jours, un petit peu moins. Je voulais justement faire une petite parenthèse vu que tu viens de parler de ta fille. Comment elle vivait un peu cette situation? T'as pas donné son âge tout à l'heure, mais comment elle le vivait? Est-ce qu'elle était assez grande pour avoir conscience de ça, ou... Elle avait pratiquement 3 ans. Oui. Elle avait pratiquement 3 ans et quand je revenais, elle pensait que le bébé était toujours dans mon ventre. Même si je lui expliquais, bah non, il est à l'hôpital, il est sorti, mais... Et puis comme on a encore le ventre un peu gros, elle pensait qu'il était toujours là. Et ce qu'on a fait, comme il nous avait dit qu'il sortait puis qu'il sortait pas, du coup on a demandé à ce qu'elle vienne à l'hôpital. Ils ont accepté? Oui, ils ont accepté. Ils ont failli refuser parce que la psy était pas là. Et nous, on a quand même insisté en disant que nous, on travaille même si c'est pas du tout médical, mais on travaille dans de l'accompagnement aussi aux gens et qu'on a aussi l'habitude d'expliquer aux gens, de prendre des pincettes, et même avec notre fille. Donc du coup, on a dit qu'on avait bien expliqué, qu'elle allait gérer, et ça s'est très bien passé. D'accord, à partir de ce moment-là, du coup, elle a un peu mieux compris ce que vous lui expliquiez par rapport à l'hôpital et... C'est ça. Elle a bien compris qu'il était plus dans le ventre et on s'occupait de lui parce qu'il avait été malade, mais après, j'avais pas pu dire plus. Oui, évidemment, elle était quand même assez jeune. Et pareil, j'avais demandé à ce qu'elle vienne pendant mes 4 jours à Bourgoin. J'avais demandé à ce qu'elle vienne un soir, alors pas pour dormir, mais au moins me voir et voir dans quel contexte j'étais et pourquoi je ne rentrais pas à la maison, puisque c'était son souci, pourquoi je dormais pas à la maison. Forcément, surtout que c'était imprévu pour vous, donc j'imagine que c'était d'autant plus imprévu pour elle dans ce contexte. On aurait bien aimé aussi savoir un petit peu dans ce contexte comment c'est possible de mettre en place un allaitement, en effet. Eh bien, la ténacité, Non. Non, si, je pense que t'as raison. En fait, ce qui m'avait manqué, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir le même lien qu'avec ma fille, puisque j'avais pas accouché par voie basse. Et j'avais d'autant plus envie de créer ce lien par l'allaitement. Du coup, j'ai demandé à avoir un tire-lait à Bourgoin, donc ce qu'ils m'ont fourni. Et j'ai commencé à tirer mon lait, je crois que je le tirais toutes les 3 heures pour avoir vraiment une bonne production. Donc j'ai amené mon lait à Lyon. Et ensuite, au bout de... Je crois que j'ai commencé à allaiter en fin de semaine, donc je reviens, il est né mercredi soir, donc le samedi, j'ai demandé à pouvoir allaiter au sein. Oui, il prenait bien le sein. Alors c'est compliqué parce que justement il avait ses fameuses lunettes dans le nez. Après il avait en plus les patchs sur les joues. Enfin c'était compliqué pour la succion. Mais il s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Moi j'ai pas eu de soucis. Et lui prenait bien quand même. Après il était complémenté. La nuit de toute façon j'étais pas là. Donc il le complémentait soit avec mon lait, soit avec du lait maternisé. Et puis j'ai continué l'allaitement qu'à 6 mois et demi je crois. Félicitations. Ouais, c'est super. C'est admirable que t'aies fait ça dans ce contexte, parce qu'en plus on sait que la proximité joue sur la production de lait, et le facteur émotionnel aussi est très important dans l'allaitement, et je trouve ça vraiment fort que tu aies réussi à surmonter ça par amour pour ton bébé, quoi. Mais je sais que je me suis même pas je sais pas si c'est instinctif, mais en tout cas je ne me suis même pas posé la question inverse. Je me disais c'est le seul lien qu'on aura, on a d'autres liens, mais je veux dire, c'était le seul lien physique qui pourrait coller à ce moment-là. Ouais. Voilà, à ce moment-là, et qui pourrait nous créer du lien entre nous et créer la même chose que j'avais créé avec sa sœur. Mais tu peux être fière Merci. de ce que tu as fait. C'est vraiment beau. Tout à l'heure, t'avais demandé à
à ta sage-femme de revenir chez toi plus tôt que prévu parce que tu avais besoin qu'elle vienne finalement assez tôt. Comment vous avez vécu ce retour à la maison? Eh bien, avec beaucoup de soulagement. Moi, j'en pouvais plus d'être à l'hôpital, j'avais hâte qu'il sorte. Et du coup, son soutien à elle, le fait de l'avoir arrivé à la maison, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir me reposer sur elle. Et vraiment, vraiment souffler à partir de ce moment-là. Mais oui, c'était attendu là qu'on rentre. Oui. C'était éprouvant d'y aller tous les jours, de se demander d'entendre en fait les bips des machines quand c'est le sien, mais aussi quand c'est ceux d'à côté que ça bip dans tous les sens, que le rythme cardiaque ça s'emballe, que la saturation est pas bonne, que c'est terrible ces trucs. Oui, c'est un contexte hyper angoissant. Ouais. Déjà qu'on est angoissé par la situation, mais oui. Le contexte rajoute une couche. J'imagine. Et du coup, après ces 18 jours, votre fils a pu rentrer, c'est ça? Oui. Et donc, il y a eu une vraie belle rencontre, j'imagine, peut-être avec sa sœur. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça? Eh bien, je me rappelle, il neigeait. J'allais dire des cordes, pas du tout. Il neigeait beaucoup. Les routes étaient assez difficiles à conduire. Et donc, il nous attendait sur le pas de la porte, avec impatience de revoir son petit frère, puisque du coup, elle l'avait vu à l'hôpital. Mais voilà, ça a été un moment particulièrement émouvant, là, qu'on se retrouve tous les quatre à la maison. Et à tel point qu'on lui a mis son berceau dans la cuisine pour qu'il reste avec nous, plutôt que de le mettre dans sa chambre pendant qu'il dorme. Enfin, on faisait le cododo de toute façon, mais on allait faire le cododo. Mais c'était hyper important qu'on soit là tous les quatre et qu'on passe du temps tous ensemble. Oui, les retrouvailles, quoi. C'est ça. Tu disais aussi, pour revenir sur les aspects positifs de l'issue, justement. Donc il y a eu cette petite question du poids juste avant la sortie. Oui. Mais tu disais aussi que les enchaînements de bonnes nouvelles ont eu lieu. Oui. Qu'il avait finalement eu aucune séquelle, contrairement à ce qu'on t'avait dit. Oui. Ni neurologique, ni physique. Est-ce que c'est toujours le cas? Quel âge il a aujourd'hui pour que nos auditeurs se rendent compte un petit peu de la situation actuelle? Il a 2 ans et 2 mois et il va toujours bien. Il pète la forme, il fait beaucoup de bêtises et c'est très bien. Et c'est un petit peu ce que la famille elle dit, puisque tout le monde a été un petit peu évidemment sous le choc de l'arrivée, mais même s'il fait des bêtises, son excuse c'est qu'au moins on le voit en pleine forme maintenant. Donc tout le monde lui passe un petit peu tout. Mais sinon, non, il n'y a aucune séquelle neurologique. On le verra peut-être avec l'apprentissage, je ne sais pas. Mais en tout cas, les médecins ont été rassurants à l'HFME. Ils nous ont fait faire 2 mois après la naissance un bilan, tout ça. Et le pédiatre m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci à ce moment-là. Je me demandais s'il y avait un suivi régulier ou pas par rapport à ça. Au départ, il nous avait dit oui, qu'il allait pendant 1 an avoir un suivi régulier. Et quand le pédiatre l'a vu en janvier 2022, il m'a dit mais non, il va très bien, il n'y aura pas de suivi. Il n'y aura pas de suivi. Quand tu dis que peut-être vous le verrez au moment des apprentissages, est-ce que par exemple de manière annuelle il y a quand même un bilan à faire ou vraiment ça sera si jamais il y a quelque chose d'anormal? Oui, c'est ça. C'est si jamais il y aura... Enfin, je pensais notamment à l'école, si jamais il y a des difficultés... Enfin, ça aura peut-être rien à voir avec sa naissance, hein, mais disons que moi, je vais y être plus attentive que pour ma première, ça c'est sûr. Forcément, oui. Tu vas avoir forcément un regard différent c'est ça. Vu son vécu. Oui, c'est ça. En tout cas, ça a été une sacrée expérience. Oui. Pleine d'imprévus et d'émotions fortes. Oui, c'est ça. Encore une fois, je trouve que c'est un parcours admirable. Merci. Et surtout d'aussi arriver à le partager en fait. Et d'oser le partager pour que toutes les femmes qui ont vécu la même chose ou quelque chose de proche puissent avoir un soutien quelconque et se dire que l'issue peut être heureuse aussi pour toutes celles qui l'appréhendent ou peut-être celles qui sont en train de le vivre. Toutes ces familles qui peut-être nous écoutent. En tout cas, vous avez su surmonter toutes ces épreuves avec brio. Et on sent que c'est votre amour et votre soutien qui a été essentiel dans cette aventure. Oui, complètement. Même sans mon conjoint, sans le soutien de mon conjoint, sans le soutien de ma famille, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est une chance. De tout ce que tu nous as partagé, ça a l'air d'être un passage quand même de vie très rude. Et je me demandais, maintenant que ça fait 2 ans, comment tu vivais le retour sur cette histoire? Ça a surtout été dur à ces 1 an.
Je sais pas, peut-être que c'était symbolique les 1 an, mais ça a été surtout dur à ce moment-là. Mais c'est vrai que la période, quand on arrive proche du 10 novembre, c'est vrai que ça, quelques jours avant, c'est quand même, il y a des choses qui remontent. Et je pense aussi que là, le fait d'en parler de manière plus large qu'aux gens à qui je peux en parler, je pense que ça va aussi guérir. Peut-être l'étape d'après, elle est vraiment d'aller finir de faire le deuil de quelque chose en tout cas et de pouvoir enfin passer à la suite. Parce que je pense que lui, aujourd'hui, il ne montre aucune séquelle, ni physique ni émotionnelle. Il fait sa vie tous les jours, il fait son petit bazar et il ne se pose pas de questions sur sa naissance. Peut-être qu'il s'en posera plus tard, mais en tout cas aujourd'hui non. Et je trouve que c'est un bel exemple à suivre sur la résilience et puis sur vivre l'instant présent. Et du coup, il y a encore des moments où j'y pense, ou quand je revois des photos, notamment cette fameuse cloche là, où il est complètement perdu, il sait pas où il est, il se demande aussi, je pense, ce qui lui est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, donc c'est une vraie leçon de vie, ce petit gars. J'imagine. T'as eu l'occasion de voir des professionnels pour en parler, puisque tu dis en parler de manière plus large qu'à la famille. En effet, c'est jamais pareil d'en parler à la famille ou aux amis, ou de trouver du réconfort auprès de professionnels qui sont parfois même spécialisés dans ce type de circonstances. Alors, c'est peut-être un peu spécial, mais nous, du coup, on est dans notre petit réseau là de gens qui font des choses de manière alternative. Donc oui, là, moi, j'ai fait plein de séances pour la gestion émotionnelle, au point de vue énergétique, pour nettoyer des mémoires, des choses. Voilà, c'est des choses peut-être un peu qui parlent pas à tout le monde, mais en tout cas, nous, c'est notre truc et ça nous a vraiment aidé tous les deux à, voilà, on faisait des séances chacun à notre tour et ça nous a vraiment aidé à passer le cap et finalement à aller vers l'acceptation de ce qui s'est passé. Ouais, avec ton conjoint, du coup, ouais, c'est ça. C'est ça. Tous les deux, oui. Parce que lui aussi avait des choses à travailler, évidemment, de son côté, donc... Oui, j'imagine. Et puis on a fait, juste pour partager, c'est qu'on a fait, pour le petit, on a fait le thalasso bain bébé, qui a été mais vraiment super, ça. On est allé voir, c'était une ostéo qui faisait ça. Et vraiment, ça a été bluffant, dans le passage aussi émotionnel du moment. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas en quoi ça consiste ? Oui, c'est un bain qui au départ semble qu'un bain, mais c'est un bain où le bébé est enveloppé, s'il le souhaite, comme ça. Et dans lequel, en fait, elles vont aller chercher à dépasser certaines choses au niveau émotionnel, et notamment l'accouchement, mais aussi ça peut être in utero. Et souvent, les bébés reprennent la position qu'ils avaient dans le ventre, et on voit les difficultés dans les regards, dans les positions de corps, qui font que là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées, et le fait de faire ce bain va permettre de les exprimer, et puis d'aller vraiment guérir ou soigner quelque chose de difficile à vivre. Et ça a été un super moment pour nous. Vous l'avez fait à quel âge pour lui ? Il avait... c'était début décembre, donc il avait 1 mois. Oui, on l'a fait rapidement. En fait, il faut le faire rapidement, ça. Oui, c'est ce que j'allais demander, oui. Oui, il faut le faire rapidement après la naissance. C'est quelque chose, oui, de très primaire. Du coup, il faut le faire quand le bébé est proche de sa naissance. Oui, c'est ça. Et on a trouvé que ça... Même nous, ça nous a permis de guérir quelque chose, puisqu'on a vu enfin notre bébé. On a vu au début, il était très crispé, et puis après, on l'a vu très détendu. Ce qu'on ne voyait pas sur son visage. Il était très tendu, il fronçait les sourcils. Et on voyait qu'il n'était pas détente, même en sortant de l'hôpital. Oui, et ça a dû faire du bien à tout le monde. C'est ça. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure et toutes ces émotions, et avec tout ce que ça vous a apporté et tout ce que vous avez traversé, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? La maison de naissance, pour moi, c'était un lieu de, j'ai envie de dire secret, parce que c'est intimiste et c'est vraiment précieux, je trouve, comme lieu. Et c'est un endroit où on nous prend que nous en considération. Je veux dire, ça fait pas partie d'un système ou de plusieurs accouchements en même temps. C'est vraiment que nous qui sommes importantes à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui est important dans un accompagnement d'accouchement et qu'on soit valorisé, qu'on soit écouté. Voilà, donc c'est, je dirais, un lieu sécure, un lieu paisible, un lieu d'amour peut-être. C'est une belle conclusion. Merci pour cette définition et tout ce que tu nous as partagé. On espère notamment que nos auditeurs et nos auditrices comprendront ce que représente le suivi en maison de naissance et dans les cas notamment de transfert, comme on a pu le voir dans ton récit. On espère aussi que celles et ceux qui sont en train de monter un projet sauront se préparer à cette éventualité grâce aussi à ce qu'ils ont pu entendre, puisque c'est important de s'y préparer, même si on trouve chacun notre façon de nous y préparer.
On espère aussi que ceux qui ont vécu notamment un transfert pourront trouver dans tes mots et dans ton vécu un certain réconfort ou un moyen en tout cas de cheminer au mieux pour se réapproprier leur histoire et leur accouchement, qui parfois est pas simple, comme on disait tout à l'heure, dans ces questions de deuil et de changement brusque de l'histoire. Oui, d'ailleurs tout à l'heure tu disais que peut-être justement t'exprimer ici était peut-être une étape supplémentaire dans tout le processus de deuil, tout le parcours que vous avez vécu. Et on aimerait bien savoir, avant de nous quitter, si tu pouvais partager un conseil qui t'a aidé à t'approprier ton histoire d'accouchement. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'être entouré et de préparer au mieux l'après. Par exemple, moi, j'avais fait des repas pour préparer mon mois d'or, ce que j'avais pu lire. Et c'est vraiment d'aller préparer au mieux l'après, même si on ne sait pas évidemment comment ça va se dérouler. Mais vraiment d'être entouré, d'être soutenu, à la fois par la sage-femme, l'accompagnement qu'on a, mais aussi par la famille le plus possible. Et que ce soit pour des choses matérielles, mais aussi émotionnelles. Et voilà, c'est vraiment d'être soutenu, le plus possible, évidemment. De demander de l'aide si on en a besoin. Oui, en fait, c'est vrai. Aller demander de l'aide aux besoins, oui. Quelle que soit la personne qu'on estime apte. C'est ça. Écoute, merci encore. Je te souhaite de tout cœur que cette étape soit un petit pas de plus dans ton histoire et dans celle de ta famille et de ton enfant. On te remercie également pour la confiance que tu nous as accordée en te confiant à notre micro. On te souhaite une très bonne continuation, ainsi qu'à toute ta famille, ton conjoint, ta petite, ton petit, et puis le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Avec grand plaisir. Au revoir Julie. Au revoir. Au revoir Julie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.